Juste aussi vous transmettre un tout petit moment, là, comme ça, même pas clinique, mais d'une patiente qui, par crainte de vieillir, était comédienne et a abandonné assez vite ce métier pour ne pas être confrontée au manque de rôles féminins plus âgés. Mais ce dont elle avait, comme ça, en retrouvant les choses dans son histoire, avoir surtout souffert, c'est de ne pas avoir le beau rôle dans les films et le regard de son père, qui était réalisateur, et qui, d'une façon un peu méprisante, lui confiait comme ça un travail de figuration. Et puis, bon, des choses comme ça de son histoire. Et finalement, qu'est-ce qu'elle a fait ? Eh bien, elle a fait du doublage. En disant, la voix, elle ne vieillit pas. Bon, elle peut vieillir, mais elle peut surtout se travestir. C'est-à-dire que on peut doubler un enfant, un petit garçon, une petite fille, un adolescent, une adolescente, une femme d'âge mûr et même une vieillarde. Je me souviens aussi d'un très beau film, alors on a parlé pas mal de cinéma, Marco Ferreri, La Maison du Sourire. Ça vous dit quelque chose ? Non. Magnifique. C'est vraiment une fable sur la vieillesse. Alors en gros, c'est cette histoire-là, enfin la vieillesse qui fait horreur aux plus jeunes, confrontés à leur avenir. Bon. Alors dans une maison de retraite, encore, une femme et un homme vivent une histoire d'amour, une vraie histoire d'amour, une vraie rencontre pleine de tendresse et d'humour. Et alors, dans cette maison de retraite, il y a un lieu qui est au fond du parc qu'on appelle l'Afrique. Là, on se demande qu'est-ce que c'est que ce lieu, l'Afrique. Et on comprend que c'est le lieu où sont reléguées les personnes grabataires, vraiment en fin de vie. Et là, pourquoi l'Afrique ? Parce que ce sont des Africains infirmiers et infirmières, aides-soignants, et c'est la fête. Ils rigolent, ils font de la musique, il y a quelque chose comme ça d'une ambiance de vie extraordinaire. Et les codes ont changé là dans ce lieu, c'est plus du tout les mêmes, et la fin de vie n'est pas si effrayante. Et c'est donc là où ce couple d'amoureux est accueilli à bras ouverts. On leur laisse une petite chambre. Voilà, bon, c'est vraiment magnifique. Vieillir, c'est un privilège, puisque c'est ce qu'on a acquis, enfin c'est ce qu'a acquis le vivant pour ne pas mourir trop rapidement. Vieillir pour l'humain, c'est investir la vie pour qu'elle dure le plus longtemps possible. Alors voilà, effectivement, on revient comme ça à ces ordres publicitaires, interdit de vieillir. Moi, je dirais, comme certaines autres, et pas mal, ne touchez pas à mes rides, j'ai mis tant d'années à les obtenir. Alors, François Villa, notre célèbre absent, dans son introduction au livre « La puissance de vieillir », dit « Cliniquement, il est nécessaire de distinguer vieillir et mourir, saisir que la mort n'est pas la conséquence du vieillissement, mais l'interruption de ce processus. Nous ne serions plus capables de vieillir pour continuer à vivre. Nous investissons la vie, les excitations pulsionnelles pour qu'elles durent le plus longtemps possible. Notre indispensable inscription dans l'espèce, c'est notre indépassable finitude. La pulsion, source du vivant et du psychique, est porteuse de finitude, elle vise sa propre fin. La principale tâche de l'appareil psychique est d'éviter le déplaisir, dixit Freud, d'assurer son fonctionnement selon le principe de plaisir. Ça aussi, ça a été pas mal évoqué. Hein. Donc vieillir, c'est être plus tranquille, plus libre, fini les contraintes de la vie active, s'occuper de soi. Alors, bon, pour reprendre un peu quelque chose du côté de Freud, lui Freud, il parle pas du vieillissement. Hein. Il dit qu'il n'y a pas de statut analytique du vieillissement. Et Paul-Laurent Assoun, qui a fait un topo aussi il y a plusieurs années sur la vieillesse, il dit « Freud signifie que la psychanalyse n'a pas à connaître, comme diraient les juristes, de ce qui ne relève pas de son pouvoir de juridiction. La mort est du domaine de la foi. Vous avez bien raison de croire que vous allez mourir. Bien sûr, ça vous soutient. Si vous n'y croyez pas, est-ce que vous pourriez supporter la vie que vous avez ?
si on n'était pas si solidement appuyé sur cette certitude que ça finira. Bon, ça continue. Ce n'est qu'un acte de foi. Ce comble du comble, c'est que vous n'en êtes pas sûr. Seulement la vie, ça c'est du solide. La vie, ça se conserve, ça se reproduit. Ça jouit ou ça souffre. C'est du même ordre. Ça a un corps. L'acte, c'est exposer sa vie, c'est la risquer. Quand même pas mal. Bon, vieillir est un enrichissement, hein, vous l'avez beaucoup dit. Que des chercheurs au centre gérontologique à Genève ont mis en évidence que le cerveau peut compenser ses pertes grâce à sa capacité de se réorganiser tout au long de sa vie. C'est ce que vous avez évoqué entre autres, mais l'invention, la ruse, on ne joue plus au tennis à 60 ans comme à 20 ans, mais on sait mieux placer la balle, ou bon, je sais pas. La création est au pouvoir. Ne vieillir comme œuvre d'art, comme découverte. C'est-à-dire que ce sont des faits que l'expérience clinique confirme, sans que le temps et ses effets puissent être effacés, sans qu'il soit possible de nier qu'il y ait en l'humain des effets d'irréversibilité. Une formidable plasticité existe aussi en lui. Elle reste présente tant que vie est prêtée. Elle peut se manifester comme une capacité de régénérescence surprenante qui advient le plus souvent de manière énigmatique. Cette tension entre dégénérescence et régénérescence, entre involution et régression, entre irréversibilité et réversibilité, entre inertie et plasticité, entre fixation et mobilité, entre achèvement et inachèvement, est le propre du vivant humain. Association comme ça du côté du bien vieillir, un célèbre grand-père, Victor Hugo, ou le bonheur d'avoir des petits-enfants, je le reprendrai à mon compte. Et ce qui m'a fait aussi associer sur le mythe de Narcisse. Narcisse qui ne supportait pas vieillir, car il idéalisait la beauté de sa jeunesse sans âge. Il était donc dans la mythologie le fruit d'une relation incestueuse entre ses fils, le dieu de la rivière immortel, et sa propre fille, la nymphe Liriopée. Il était privé de grand-père. L'absence de différences générationnelles lui a rendu impossible, peut-être, l'élaboration du complexe d'Oedipe, mais surtout pas de modèle repérable dans le temps qui lui montre comment vieillir. Les petits-enfants, ils n'ont pas devant eux un miroir immobile comme Narcisse et froid. Le regard des petits-enfants est aussi un miroir vivant. Je me souviens des mains de ma grand-mère que je trouvais si belles, si drôles, avec toutes leurs taches de rousseur. Le regard magnifique d'un de mes petits-fils qui, voyant une jeune femme dans la rue, me dit « Ah, mais elle te ressemble, mamie !» Et il y a un autre de mes petits-fils qui fait une rédaction demandée à l'école, faites le portrait de quelqu'un. Et je ne l'ai pas apporté, mais c'est absolument superbe. Et ce qui m'a fait associer sur la même rédaction qui avait été demandée à ma fille, à peu près au même âge. Et alors là, c'était l'horreur. Ma mère au teint rougeâtre. C'était... Mais voilà. La distance générationnelle, ça fait du bien. Et je dirais aussi quelque chose d'un livre magnifique qui a fait écho aussi en moi, voilà, dans les bienfaits de vieillir, dans les rouleaux du temps. Le titre d'un livre de Bertrand Leclerc, qui est, enfin, entre autres, hein, qui est l'éloge du vieillir que nous offre la littérature, hein, parce que c'est vraiment ça, la littérature. C'est pouvoir reprendre des livres anciens, les relire différemment. Et ce bouquin est vachement émouvant parce que, comme le disait Belinda, on pense avoir... Enfin, ce que j'ai avec la littérature, il y a des bouquins qui m'ont vraiment embêtée quand j'étais enfant, cassé les pieds, puis je reprends maintenant et je trouve ça magnifique. Donc je croyais que j'étais la seule. Ben non. Michel Serres, c'est délicieux de vieillir.
voilà, vient conclure ces quelques réflexions. Peut-être aussi sur un petit extrait de film dont parlait hier Monsieur Baudin. Oui. Hein, et dont parlait aujourd'hui Françoise qui est présente. Ah ouais. Oui. Le sens de l'âge. Voilà, le sens de l'âge. Donc Jean-Jacques a commenté dans le cadre du Regard qui bat. Film de... Non, bon, enfin bon d'accord. Film de Ludovic Viraud. Et donc c'est des témoignages de personnes qui ont un certain âge. Et donc il y en a plusieurs. Plus de 80 ans. Alors il y a Claude, 83 ans. Je me sens capable d'autant d'amour qu'à 20, 40, 60 ans. Le désir est toujours vivace. Jusqu'au soir de ma vie, je crois. Exister, être soi-même, voilà ce qu'il dit. Camille, 85 ans. Ma maison, c'est comme un vêtement qu'on a beaucoup porté et dans lequel on se sent très bien. Mon livre de cuisine, ah oui, je vais le faire bientôt, mais je n'ai pas le temps. Mes journées passent si vite. J'aime tellement jouer. Tiens, ça doit venir de l'enfance. Jean, 89 ans. Il chante, fait du yoga devant son miroir et son eau de toilette, bien-être, torse nu. Je suis mon maître. Il était instituteur. Je suis indépendant, je serais peut-être amoureux, bien que l'amour, ça soit une maladie. Il faut sourire à ses organes, les remercier. Je régénère mon organisme intérieur. Les images sont très belles, sereines, claires et poétiques. Le goût, le toucher, la respiration, la vue, la musique sont donnés à voir. Les visages sont beaux. Et là, on va voir Jacqueline, 81 ans, psychanalyste à Montréal. Et elle dit, voilà, ce qui lui appartient en tant que vieille dame, oui. Elle dit, c'est vrai qu'être malade, c'est faire le deuil, mais d'une partie de soi. Marcher moins vite, moins voir, moins entendre. Et alors, il y a une scène où elle est chez un libraire, et elle vient de découvrir cette librairie, donc elle est très contente. Et donc elle parle un petit peu de bouquins, de ceux qu'elle aime bien, ceux qu'elle aime moins bien. Et le libraire l'encourage à lire certains livres. Elle dit, ah ben oui, d'accord, je vais découvrir d'autres livres, avoir de nouveaux frissons. Et c'est elle qui dit aussi, regarder par la fenêtre, attendre ce qui va surgir, naître, grandir, se marier, avoir des enfants, et après, c'est ma curiosité. Alors c'est peut-être là où on va l'écouter. Savoir quitter et se quitter. Voilà. Se déprendre donc de certaines identifications. Voilà. C'est vraiment pour moi essentiel dans la marche du vieillir. C'est ce que j'appelle aussi lâcher, lâcher. Et que l'enrichissement, donc dans le bénéfice du vieillir dont nous a parlé Françoise, cet enrichissement n'est pas un capital, n'est pas de l'ordre du capital, mais certainement de l'ordre d'une jouissance, encore une fois. Alors, m'est venu aussi, parce que j'ai vu ce film il y a très peu de temps, je le recommande, à propos du vieillir, et je l'ai regardé exprès. Je l'avais depuis longtemps, et c'est le film de Scott Chase, qui s'appelle Shiny Light, sur le concert des Stones donné en 2006, qui est un film incroyable, enfin vraiment, où il y a des interviews, d'abord parce que Mick Jagger est d'une énergie époustouflante, sans aucun souci de son physique, voilà, il est totalement défiguré, totalement émacié, totalement éprouvé par le temps, et il est le même. C'est-à-dire, il a une énergie absolument équivalente à ses débuts, et que le groupe, c'est ça qui m'a frappé, parce que ils ont une longévité extraordinaire, et aussi certainement parce qu'ils se tiennent les uns aux autres, c'est évident, et qu'ils sont passés par des épreuves du réel ensemble. Leur parcours est jalonné d'accidents, d'emprisonnement, de cure de désintoxication, d'excès en tout genre,
de perte, de deuil, et tout ça a été vécu en commun. Voilà. Ils ont partagé. Voilà. Et ce partage fait qu'ils sont restés soudés. On peut se défaire là-dessus aussi, bien sûr. On peut se quitter là-dessus. On peut exploser là-dessus. Et quand on reste, c'est comme un couple. Quand on a justement traversé ces épreuves réelles, et qu'on tient, et qu'on a pu les symboliser, voilà, il y a quelque chose qui dure, et qui ne peut pas, qui dure, qui va jusqu'au bout, on va dire. Voilà. Et il y a une espèce de plénitude incroyable. Ce Keith Richards, par exemple, qui a failli mourir je ne sais combien de fois, qui ne croyait pas une seconde qu'il allait rester en vie, et qui est là comme un espèce de personnage comme ça, assez comique d'ailleurs, une espèce de bonnet, complètement en béatitude, avec sa guitare, et il est dans une espèce de jouissance, il est passé de l'autre côté, il est complètement passé de l'autre côté. Voilà. Et il dit, vous savez, quand on est là-haut, il parle du concert, c'est juste fantastique, et c'est là que je suis, que je voulais être, et que je veux rester, en quelque sorte, et je ne rêve qu'une chose, que c'est d'y retourner, voilà, à chaque fois. Voilà. C'est comme ça plein de phrases de ce genre, et c'est vraiment étonnant, c'est une leçon de vie, et surtout, voilà, quelque chose de bouleversant, parce que c'est un peu à l'envers par rapport à notre histoire à nous, c'est que Mick Jagger, qui est interviewé quand il a 18 ans, c'est un phénomène de foire, à la limite, parce que même physiquement, il est complètement hors canon de l'époque. Il a un physique tout à fait étonnant, qui va devenir d'ailleurs le physique à la mode, hein, évidemment. Il est assez monstrueux, physiquement. En fait, on lui demande, il dit, mais Mick Jagger, ça va durer 1 an ou 2 ans, enfin, vous allez penser que vous allez continuer. Il dit, je sais pas. Et dans la deuxième interview, on lui demande, il a 22 ans, et on lui dit, mais Mick Jagger, vous pensez que vous allez faire ça jusqu'à 65 ans? En se moquant, bien sûr, l'intervieweur, et il répond « easily ». C'est tout. Et quand on voit, et c'est extraordinaire parce que le montage est fait de telle sorte qu'on enchaîne avec le concert, et c'est sidérant, parce qu'en effet, ça s'accomplit. C'est-à-dire que cette parole qu'il a, et on ne sait pas d'où il le sait, ce truc-là, évidemment, parce que voilà. Mais ça, voilà, c'est voilà. C'est le parcours d'un désir aussi, hein, vraiment, et c'est fort. Alors, j'avais noté aussi quelque chose là, qui est intéressant, c'est la représentation du temps qui peut nous emprisonner. Et il y a des alternatives, notamment possibles, hein, dans une tribu d'Amérique du Sud, dont les membres ont l'impression d'être immobiles dans le présent. C'est le temps qui défile en arrivant par derrière. Lorsque le temps les dépasse, ils peuvent alors regarder le passé devant eux, car c'est le passé qu'ils connaissent, l'avenir ils ne le connaissent pas, ils ne le voient pas derrière eux, car il est encore dans leur dos. Ils le découvrent lorsqu'il arrive à leur hauteur et qu'il devient présent, puis passé. C'est très beau parce que, effectivement, qu'est-ce que c'est que cette histoire de temps? C'est une représentation. Hein. Représentation, l'être humain ne crée pas sa relation au temps, c'est le temps qui avance comme une réalité externe. Est-ce que j'aimerais bien qu'on me dise, peut-être ici, avec tous ces psychanalystes, il y a une phrase que j'ai longtemps attribuée à Sartre et que je pense que Sartre a récupérée chez Freud, et ça me paraît tellement évident, et qui dit, en substance, le présent, c'est ce que c'est, on y vit, le futur, on voit à peu près, mais on ne sait pas ce que le passé nous réserve. Oui. C'est Freud qui dit ça? Je ne sais pas d'où elle vient, cette phrase extraordinaire. Oui, c'est ça, c'est tout à fait extraordinaire. Oui, c'est tout à fait extraordinaire, parce qu'en effet, c'est ce qui... Moi, ça me fait penser à Zolis Verdon, c'est-à-dire là où c'était, je dois devenir. Voilà. Là où c'était, je dois devenir. C'est la marge de l'analyse, d'une psychanalyse. Hein. C'est vraiment ça. Et c'est tout à fait ce qui se produit d'ailleurs quand c'est mené, bien mené. Enfin, quand, voilà. Il y a des effets de cet ordre-là, en tout cas, de surgissement. Oui, de là où c'était. Enfin, moi, je dirais que c'est ça la réponse que je te ferais. Voilà, c'est Zolis Verdon. Voilà. Moi, ça fait partie de Sabina Spielrein, la thèse de Sabina Spielrein, si vous connaissez cette pépé, qui est morte, bien sûr, en même temps, assassinée à Rostov par les nazis, mais avec son fils. Dans une synagogue qui a été brûlée, mais elle a entre-temps fait des choses formidables parce qu'elle était analysée par Jung. Enfin, elle était soi-disant folle. Hein. Il y a eu probablement des maltraitances dans l'enfance. Elle est de Rostov sur le don. Elle vient à Zurich chez machin, chez Jung, pour se soigner d'une schizophrénie qu'elle n'a pas.
elle a buté son talon dans son anus pendant 15 jours, elle a été tricotée, comme disons, pour aller vite aujourd'hui, mais ça c'était, bon, elle s'en sort de ce truc-là, et voilà que Jung la prend en analyse, hein, et il tombe amoureux d'elle. Il y a toute une histoire d'amour entre analystes ultra célèbre et magnifique, qui en fait va petit à petit se sortir de tout ça et en parler à Freud. Et Freud est très gêné, c'est là-dessus que la rupture Jung-Freud se fait. Hein. Et il y a des bouquins là-dessus. Sabina Spinner entre Freud et Jung, c'est un très beau texte. Et c'est des Italiens jungiens qui ont craché le morceau, qui ont sorti les dossiers, qui ont fait que cette histoire a pu se mettre à jour. Mais l'essentiel que je veux dire, c'est ça. qu'elle a fait une thèse de psychiatrie, parce qu'elle est devenue psychiatre, qui s'appelle la destruction comme cause du devenir. C'est la destruction, tout à l'heure, c'est toi François qui disais, c'est sur la vieillesse que la jeunesse arrive, c'est un peu ça. Et elle fait une thèse de quoi va s'inspirer Freud pour fonder la notion de pulsion de mort. En 1912, elle écrit cette thèse, et Freud va dire en 1920, la petite avait raison quand elle avance cette thèse, etc., qui a été super travaillée par toute la bande de Freud, et qui ont figé quelque chose. Et ça, c'est très intéressant, c'est ce que vous dites un peu. Et c'est là où... Voilà, parce que Jacqueline, elle n'est pas malade, elle n'est pas névrosée, elle n'est pas dans la difficulté de vivre, elle vit son temps. Alors, moi je peux retransmettre ce que j'ai entendu au moment du débat, alors, je ne sais plus si c'est dans le film ou dans le débat, où elle dit à un moment donné dans le débat, après je parle avec elle très longuement, parce que c'est quand même un personnage assez impressionnant, où elle dit, c'est ça qui est le plus difficile, c'est que la vieillesse qui permet de vivre, alors on voit son domicile, sa maison, ça, avec la fleur, avec le temps, avec l'instant, mais c'est pas possible que ça dure tout le temps cette affaire-là. On le perd, il faut le regagner. Voilà. Il faut sans arrêt le regagner. C'est là où c'est là où la femme est atteinte, c'est là où le différent. Et quand elle commence, ce que tu as montré dans cette parce qu'elle, c'est sûr qu'on voit les gens 3-4 fois, donc on voit. Et où elle dit, quand elle dit dans ce passage, c'est comme un bébé dans le ventre de sa mère, il ne sait pas qu'il va vivre. Alors, elle fait toute une élaboration sur d'abord qu'elle a dû faire pendant son écoute analytique. C'est très analytique, son affaire, ça tient bien. Elle associe comme un analyste. On la voit d'ailleurs dans un moment, elle est assise dans un fauteuil, elle regarde la fenêtre. Et le metteur en scène la filme comme ça, et en voix off, on entend des tas de choses qu'elle dit. Et ça, moi j'ai trouvé ce film tout à fait intéressant. C'est pas un grand film, mais c'est un film très intéressant pour cette question, parce qu'en plus, destruction comme cause du devenir, c'est pas vu comme ça, c'est pas la destruction physique, c'est la destruction psychique progressive où on te détruit, ça travaille du côté de la destruction et ça nous oblige à devenir. C'est exactement ça, d'une façon plus phénoménale. Mais c'est que nous, génération 68, on a eu cette chance d'avoir plein d'avantages, la libération de la sexualité, la pilule, les machins, jusqu'au sida, une énorme catastrophe. Mais on a tout, et on a même maintenant des enfants qui vont savoir nous aider à vieillir. On a cette chance-là, ce film montre ça. Le sens de l'âge, c'est que nos enfants, si vous citez la phrase d'Élie, le petit-fils, où justement il admire sa grand-mère, il admire ses grands-parents, et on leur apprend à aimer les grands-parents. Il y a quelque chose de soulageant, parce que la psychanalyse est bien répandue, parce que le monde est grosé, donc finalement il y a 3-4 générations qui vivent en même temps aujourd'hui, même 5 bientôt. Et on va vivre jusqu'à 90 ans, c'est voilà, il peut être arrière-grand-père, arrière-grand-mère. Donc cette transmission, le mot qu'elle dit sur le violon, moi je trouve ça central. Elle est impatiente de ne pas reçue, peut-être, cette transmission, mais elle l'a reçue et elle est à la place de la génération 3, disons, enfin 1, mais il faut 3 générations pour transmettre, elle incarne la première pour la 3e. Et c'est ce que disait Philippe Juvès dans il n'y a pas longtemps, que le dit, maintenant, c'est pas à 2 générations, c'est à 3 générations vivantes sur le même toit, c'est 3 générations. Il faut s'interroger sur ce qui s'est passé. Voilà, moi j'ai fait un bouquin des parents, où je me questionne là-dessus, mais les grands-parents nous transmettent, enfin moi je ne sais pas connu, mais c'est fait pour transmettre leur temps de façon à ce que les jeunes puissent en vivre. Et là il y a un effet de transmission de la vie. C'est là où elle jouit, et cette femme elle est formidablement heureuse, parce qu'elle transmet ça à sa petite fille, Eric Le Vion, qui était depuis 40 ans endormi.
Ça, moi, je trouve ça formidable. Et ce que tu dis, Jacques, c'est que ça pose aussi la question de personnes qui n'ont pas d'enfants, quand même. Non, mais ils sont là. Oui, non, mais l'invention, elle est là, elle est cruciale. C'est-à-dire que quand tu n'es pas, dans la place de l'ancêtre, justement, on en parlait hier, c'est parce que ce que tu dis sur les 3 générations, c'est la place de l'ancêtre aussi, c'est passer à l'ancêtre, accepter la place de l'ancêtre et donc transmettre. Il est mort depuis longtemps. Non, mais c'est ce que disait Douville Olivier hier, il nous a parlé beaucoup et très bien d'ailleurs de la place de l'ancêtre, c'est-à-dire d'arriver à cette dimension, c'est-à-dire avant de mourir, il y a quand même un investissement de l'ancestralité, quelque chose qui prend une place, voilà. Et c'est vrai, voilà, et c'est valorisé dans d'autres cultures, la nôtre elle n'est plus du tout, voilà, il y a un statut de l'ancêtre qui n'existe plus, enfin, bon, qui est quand même très, très affaibli, disons, dans la valeur en tout cas, très affaibli dans la valeur, mais quand tu n'es pas toi-même situé comme ça dans la transmission générationnelle, dans le réel, voilà, hein, il y a de l'invention, du déplacement, c'est-à-dire que où on se met, c'est ça la question, c'est-à-dire où on se met au sens... Une phrase qu'elle a dite comme ça, là, oui, c'est quand même une question. Quand on est vieux, on n'est plus envieux. On n'est plus envieux. Quand on est vieux, on n'est plus envieux avec l'accent. Mais je ne sais pas pourquoi ce réalisateur a fait ce film, mais je vais raconter l'anecdote dans la condition dans laquelle je l'ai vu, et justement ce film joue ce rôle, cette fonction de transmission. Hein. Enfin, je l'ai vu un jour de semaine à 5h du soir au cinéma, et il y avait une bande de jeunes, des lycéens assez bruyants qui allaient voir le film. Et puis en fait, c'était des élèves, en première année, des élèves infirmiers en école d'infirmiers, hein, et qui étaient là avec leurs profs, ils allaient voir le film. Et bon, ils ont été hyper silencieux, etc. Et à la fin du film, j'aurais demandé, qu'est-ce qu'ils ont pensé ? Et alors ils m'ont parlé avec déférence, comme si j'étais une ancêtre. Et ça les avait beaucoup touchés. Et donc, c'est parce que c'est vrai qu'on se dit un film, Le sens de l'âge, on voit que des vieilles personnes en bonne santé, c'est un peu tordu comme image, enfin unilatéral comme image. Enfin, ça a une fonction pédagogique. À eux qui vont devenir infirmiers, ça permettait, bon, ils ont d'autres transmissions, hein, probablement, mais ce film joue ce rôle-là, et dans sa facture poétique aussi. Oui. C'est une transmission. Peut-être on enchaîne avec Marielle Levy. Hein. Merci Françoise.